Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Deux projets de loi ont été examinés hier au cours d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Il s'agit des lois portant sur l'éducation et le budget de l'État pour la gestion 2015. Michel Digri. Ils étaient censés se retrouver le 7 octobre prochain pour la deuxième session ordinaire de l'année 2015. L'urgence des affaires parlementaires en a décidé autrement. Les députés ont dû écourter leurs vacances. Tout ce que nous pouvons faire en tant que politiciens pour le bien-être de la nation ivoirienne, moi je pense que le président pourra nous appeler même à 2h du matin, nous sommes prêts. C'est un devoir qui nous attend. Nous arrivons pour l'accomplir. On va écouter le président de l'Assemblée, nous dire l'objet de notre rencontre de ce matin et pourquoi nous attirer nos vacances. Il va nous expliquer. Le vice-président du Parlement donne les raisons de la convocation de cette troisième session extraordinaire. Son Excellence M. Alassane Ouattara, par une correspondance en date du 14 août 2015, a saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'ouverture d'une session extraordinaire à l'effet d'examiner les deux projets de loi suivants. 1. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement. 2. Le projet de loi de finances rectificative portant modification du budget de l'État pour la gestion 2015. Conformément à cette demande, ainsi qu'aux dispositions de l'article 63 alinéa 1 de la Constitution et de celle de l'article 2 alinéa 2 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la troisième session extraordinaire de l'année 2015. Pour ces 2 semaines de travaux parlementaires, 2 commissions ont été saisies des tests entrant dans leurs champs de compétences respectifs. Il s'agit de la commission des affaires sociales et culturelles et celle des affaires économiques et financières. On s'intéresse à l'installation hier de l'Observatoire national de l'équité et du genre. Cet organe est officiellement entré en fonction en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Sa mission, veiller au strict respect de l'équité et lutter contre les inégalités de tout genre à tous les niveaux de vie dans le pays. Serge Koléa. Promouvoir le genre et l'autonomie des femmes constitue une des conditions de croissance et de développement d'une nation forte. La Côte d'Ivoire l'a compris, c'est pourquoi ces dernières années, des efforts et initiatives ont été engagés dans le cadre politique, institutionnel et juridique en vue d'améliorer le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Malgré les avancées, les défis restent à relever en vue d'éliminer toute forme de discrimination basée sur le sexe. L'Observatoire national de l'équité et du genre vient matérialiser la volonté du chef de l'État qui, en 2014, a signé le décret portant création, organisation et fonctionnement de cet organe de veille, d'alerte et d'anticipation. L'Observatoire va veiller au respect de l'équité et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit, selon la présidente du comité interministériel, de lutter efficacement contre les inégalités dans tous les secteurs d'activité. La gouvernance que nous mettons donc en place doit mener à une société ivoirienne plus équitable, où les femmes, au même titre que leurs frères, les hommes, peuvent faire des choix et où leurs droits seront garantis. Président du Conseil d'orientation, le Premier ministre a félicité la ministre Anna Désiré Ouleto avant de l'assurer du soutien du président de la République. Cet instrument contribue à la quête d'une meilleure qualité de vie des populations, hommes et femmes, filles et garçons. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en rattachant donc au Premier ministre, chef du gouvernement, l'Observatoire national de l'équité et du genre, manifeste toute l'importance qu'il accorde aux questions du genre. L'ONICI, l'ONU Femmes, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'UNFPA et d'autres organisations ont œuvré à la mise en place de l'Observatoire national de l'équité et du genre en Côte d'Ivoire.
La journée de la commune ivoirienne s'est ouverte hier. Cet événement, qui a sa première édition, va permettre de réfléchir sur des questions liées à la gestion des communes. Thème de ce rendez-vous, 35 ans de communalisation Côte d'Ivoire, bilan et perspective. Il a enregistré la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Hugues Hervé Blé. Faire face aux défis du développement en ayant recours à la décentralisation en tant que moyen de répartition des pouvoirs et des compétences, c'est l'idée qui guide la première édition des Journées de la commune ivoirienne. Il s'agit pour le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Yvi Kossi, qui l'organise d'instaurer et de développer un cadre de concertation annuel autour des questions de régionalisation et de croissance locale. 35 ans de communalisation, bilan et perspective. Comme pour dire 35 ans de décentralisation, on en parle, on en tire des enseignements, on se fixe de nouveaux objectifs, on se dote de moyens d'action actualisés. Je crois savoir que cette thématique converge avec la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en matière de décentralisation. Parrain de la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué l'initiative de Yvi Kossi avant de préciser que la question de la décentralisation est un enjeu majeur pour toute la Côte d'Ivoire. L'État, dira-t-il, se propose de continuer d'accompagner le processus de décentralisation du point de vue à la fois des ressources techniques, financières et humaines. Il nous faut travailler en synergie pour que le processus de décentralisation continue de contribuer efficacement au développement de notre pays. Je voudrais ainsi terminer en formant le vœu que ces journées servent de point de départ pour une réflexion approfondie sur le bilan de la communalisation, ainsi que sur le rôle et la responsabilité des communes en tant que vecteurs importants de développement local. Le gouvernement, bien sûr, attend et étudiera avec soin et ouverture les conclusions de vos travaux. Au titre des mesures évoquées par le Premier ministre et qui intéressent au plus haut niveau les collectivités locales, la gestion des ordures par les communes. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parrain de la cérémonie, a annoncé une enveloppe de 30 milliards de francs CFA à partir de 2016. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance renforce son dispositif de prévention et de lutte contre la corruption. Elle vient de désigner 4 magistrats. Ils vont traiter des affaires de corruption et d'infractions assimilées. Sidonie Davila. Ces 4 magistrats seront désormais rattachés à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Leur mission consistera notamment en la conduite d'investigations sur les pratiques de corruption, la réception et l'exploitation des dénonciations et des plaintes. Ce jeudi matin, ces professionnels du droit ont été officiellement présentés aux premiers responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ce sont Kanga Yao, Blas Julien Herbert, Wenyen Amouin Arlette et Ouattara Mman. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, à travers la mise en place des magistrats, envisage d'inverser la tendance en combattant tout ce qui est illicite et en supprimant toutes les poches de corruption et d'infractions assimilées. Elle s'engage à mettre en œuvre pour normaliser les rapports entre l'État et les citoyens, promouvoir l'éthique et la déontologie dans la gestion des choses publiques. La désignation de ces magistrats était très attendue par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, résolue à extirper de la société tous les comportements illicites. Objectif, promouvoir un Ivoirien nouveau, éthique, respectueux de la chose publique et développant une culture de service public. Un mot de sécurité, des présumés coupeurs de route ne séviront plus. Ils ont été récemment interpellés par des éléments de la gendarmerie basés à Boaké et à Katiola. Kader Sogodougou. Axe Boaké-Katiola, 5 km après Touro, 3 individus sans vie au sol. Kalachnikov, fusil de fabrication artisanale, munitions, cagoules, de la nourriture en leur possession. Ces individus, des présumés coupeurs de route, étaient recherchés depuis un bon moment. Grâce à une information anonyme, les éléments de la 3e Légion de gendarmerie basée à Boaké et Katiola vont tendre une embuscade à ces individus. Dans la nuit du 1er au 2 septembre, après des échanges de tirs nourris, ils sont abattus au moment où ils s'apprêtaient à opérer.
La nourriture en leur possession devait servir à prendre des forces nuitamment en attendant l'attaque qui devait se faire au petit matin. La cible, les convois de commerçants qui quittent Bouaké pour le nord. Malheureusement pour eux, ils se retrouvent nez à nez avec la gendarmerie dont les éléments embusqués après la sommation vont essuyer des tirs. La riposte est fatale. 3 morts, les 3 présumés coupeurs de route. Il est à noter que les éléments de la 3e Légion de gendarmerie mènent des patrouilles régulières sur cette voie prisée par les coupeurs de route. Avec des moyens additionnels en véhicules et en moto de patrouille, cette partie du pays sera totalement débarrassée de tous ces malfrats. Rendez-vous culturel à Teini. 3 peuples de cette localité ont réaffirmé leur patrimoine. Ils y ont récemment célébré leur identité. On en parle plus amplement avec Serge Koléa. Les Komono, les Gans et les Dogossais, des ethnies minoritaires et peu connues en terre des Burnis. Ces populations, originaires du nord-est de la Côte d'Ivoire, ont décidé de faire la promotion de leur culture et de leur terroir. Essentiellement basés dans la région de Teini, précisément à Bolé, ces peuples se sont mobilisés au cours d'une cérémonie pour exprimer leur identité. Komono, Gans et Dogossais, au regard de leurs affinités ethniques, s'appelleront le groupe Bakomono. Vêtus de leurs attributs identitaires, les Bakomono ont revendiqué leur authenticité à travers des activités socioculturelles, éducatives et économiques. Les Bakono entendent valoriser leur région et différentes activités. L'initiative de l'association Kiaga a enregistré la présence de plusieurs personnalités venues apporter leur soutien au peuple Bakomono. Le ministre Ibrahim Ouattara, parrain de la cérémonie, était représenté par Alioune Soumaro, son directeur de cabinet. Tous les participants ont salué cette volonté des Bakomono de revaloriser leur authenticité. Pour eux, la culture, gage de tout développement, doit être préservée par tout peuple. Sport football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2017. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent le dimanche 6 septembre la Sierra Leone. C'est le stadium du Nigeria qui va abriter cette rencontre. Pour l'heure, la sélection ivoirienne se prépare. Elle a eu hier une séance d'entraînement. On en parle avec Anne-Marie Nguesson. Travail minutieux pour Michel Dussuyer et ses poulains lors de cette séance d'entraînement au stade Félix Houphouët-Boigny. L'accent est mis sur tous les secteurs, défense, milieu et attaque. Passe, contrôle du ballon et anticipation. Les nouveaux, notamment Traoré Adama du FC Bâle, Jimo Chérif de l'Athletic d'Adjamé et Thomas Touré de Bordeaux se fondent dans le groupe. L'intégration se fait bien. On m'a déjà visité, c'était hier soir. Ils m'ont fait danser devant tout le groupe. Pour les cadres, le travail avec le nouveau sélectionneur se passe bien et l'absence de certains ténors de la sélection, notamment le capitaine Yaya Touré, Bonny Wilfried et Max Alain Gradel blessés, pourrait être pallié par la détermination et la rigueur au travail. On a un énorme statut à défendre, c'est celui de champion d'Afrique. Et les équipes qui vont nous jouer joueront leur finale. Maintenant, c'est à nous de rester concentrés, jouer sur nos qualités et puis essayer de ramener les 3 points à Abidjan. Quels que soient ceux qui sont là, on a toujours le même couloir à défendre. Donc voilà, on va aller pour pouvoir bien défendre cette couleur et puis gagner ce match. Pour son premier match avec les éléphants de Côte d'Ivoire, l'objectif de Michel Dussuyer est clair. Empocher les 3 points de la victoire contre la Sierra Leone et les changements de lieu de cette rencontre ne posent pas de problème. C'est un rendez-vous qui me tient particulièrement à cœur. Peu importe où on joue, l'essentiel c'est de faire notre travail, de faire un bon match et de prendre les 3 points. C'est finalement à l'International Stadium de Port-Harcourt au Nigeria que se jouera la rencontre Sierra Leone-Côte d'Ivoire, comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017 ce dimanche 6 septembre à 15h GMT. Et ces informations en bref dans le monde. L'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda s'est exprimé hier au 2e jour de son procès devant la Cour pénale internationale à La Haye. On m'a surnommé Terminator, je ne suis pas cette personne, a déclaré l'ancien général de l'armée congolaise. Bosco Ntaganda est accusé d'avoir commis et commandité des massacres entre 2002 et 2003 en Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo.
Au moins 30 personnes ont été tuées hier par un double attentat suicide à Kerawa, une ville frontalière avec le Nigeria, située dans l'extrême nord du Cameroun. Ces attaques sont attribuées aux islamistes du groupe Boko Haram. Donald Trump, candidat conservateur à la présidentielle 2016 aux États-Unis, a fait allégeance au Parti républicain. Le milliardaire s'engage à soutenir le vainqueur des primaires de son parti. Le roi Salman d'Arabie Saoudite est reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche à Washington. C'est la première visite du roi depuis son accession au trône. C'est aussi sa première visite depuis les négociations sur le nucléaire iranien qui ont entraîné un refroidissement des relations entre Washington et Riyad. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Et très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.